Le jour où j'ai découvert la vérité, le ciel parisien était d'un bleu parfait. C'est étrange comme les pires jours de notre vie peuvent commencer dans la plus grande beauté. Je me souviens avoir ouvert les rideaux de notre appartement à Saint-Germain-des-Prés, laissant entrer la lumière qui dansait sur les planchers en bois que j'avais choisis avec tant de soin. Je m'appelle Mathilde Dubois, architecte reconnue à Paris, et j'avais construit ma vie pierre par pierre, comme les bâtiments que je dessinais. Ce matin-là, j'avais préparé le café pour Philippe, comme tous les matins depuis 10 ans. Il dormait encore, son visage paisible, inconscient du fait que nos vies allaient basculer dans quelques heures. J'ai effleuré sa joue du bout des doigts, me demandant, comme souvent ces derniers temps, pourquoi il semblait si distant, pourquoi ses yeux ne brillaient plus quand il me regardait. Des questions qui tournaient dans ma tête depuis des semaines, mais auxquelles je n'osais pas vraiment chercher de réponse. À mon cabinet d'architecture, cette journée avait commencé comme toutes les autres. Des plans à réviser, des clients à rencontrer, des décisions à prendre. Mon associé m'avait fait remarquer que j'étais distraite. « Mathilde, tu es avec nous ?» m'avait-il demandé alors que je fixais la tour Eiffel visible depuis notre fenêtre. Je lui avais souri, prétendant qu'une nouvelle idée de design occupait mes pensées. La vérité était que depuis quelques mois, je sentais que quelque chose n'allait pas dans mon mariage, quelque chose que je ne pouvais pas définir. C'étaient les petits détails qui m'avaient mise sur la piste. Les appels téléphoniques que Philippe prenait en s'isolant sur le balcon, les soirées de travail qui se multipliaient, les week-ends où il devait soudainement se rendre à des conférences improvisées, ces chemises qui portaient parfois un parfum que je ne reconnaissais pas, et surtout cette distance émotionnelle qui s'était installée entre nous, comme un mur invisible mais infranchissable. Ce jour-là, j'avais décidé de rentrer plus tôt. Notre anniversaire de mariage approchait et je voulais préparer une surprise pour Philippe. 10 ans de mariage méritèrent d'être célébrés, même si nous traversions une période difficile. J'avais acheté une bouteille de champagne rare, celle que nous avions bue le jour de notre rencontre dans ce petit café près de la Sorbonne, où il enseignait la littérature française. En passant la porte de notre immeuble, j'ai remarqué la voiture de Marcel, mon beau-père, garée dans la rue. Je n'y ai pas prêté attention particulière. Il venait souvent voir Philippe depuis la mort de Sophie, ma belle-mère. J'ai même pensé que sa présence pourrait être l'occasion de lui parler de la fête surprise que je préparais pour Philippe. Marcel avait toujours été charmant avec moi, me complimentant sur mes réussites professionnelles, s'intéressant à mes projets. Je l'appréciais, malgré sa réputation d'homme d'affaires impitoyable dans le milieu immobilier. En montant les escaliers, mon téléphone a sonné. C'était Amélie, ma meilleure amie, qui voulait savoir si nous avions confirmé notre dîner pour le week-end suivant. Nous avons parlé quelques minutes et quand j'ai raccroché, j'étais devant la porte de notre appartement. J'ai sorti mes clés, mais quelque chose m'a retenue. Des voix venaient de l'intérieur, mais pas de notre salon. Elles semblaient provenir de la cave, cet espace sous notre appartement que j'avais aménagé en cave à vin élégante, avec des étagères en chêne massif que j'avais dessinées moi-même. J'ai ouvert la porte silencieusement, posé mon sac et la bouteille de champagne sur la console de l'entrée. Les voix étaient plus claires maintenant. Je reconnaissais celle de Philippe, mais son ton était différent, plus intime, presque vulnérable. Une façon de parler que je ne lui connaissais plus depuis longtemps. La curiosité m'a poussé vers la porte qui menait à l'escalier de la cave. J'ai descendu les marches sur la pointe des pieds, comme si j'étais une intruse dans ma propre maison. La porte de la cave était entr'ouverte, laissant filtrer un mince rayon de lumière. Je me suis approchée, retenant mon souffle. Ce que j'ai vu à travers cette fente a figé mon sang dans mes veines. Philippe et Marcel étaient enlacés entre les bouteilles de vin que nous avions collectionnées ensemble au fil des années. Ils s'embrassaient avec une passion que Philippe ne m'avait plus témoignée depuis des mois. Leurs mains s'exploraient avec une familiarité qui témoignait que ce n'était pas la première fois. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon cœur semblait s'être arrêté de battre. Je suis restée là, pétrifiée, incapable de réagir, de crier, de pleurer. Je regardais mon mari et mon beau-père détruire tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'avais construit, et ils ne me voyaient même pas. Quand j'ai enfin réussi à bouger, je suis remontée aussi silencieusement que j'étais descendue. Dans notre salon,
Je me suis assise sur le canapé, les yeux fixés sur le mur blanc en face de moi. Je ne pleurais pas, je ne ressentais rien, comme si mon corps avait éteint toutes mes émotions pour me protéger du choc. Les minutes passaient, peut-être des heures, je ne saurais le dire. J'entendais vaguement des bruits de pas, des rires étouffés, la porte de la cave qui s'ouvrait, puis celle de l'entrée. Ils étaient partis sans même savoir que j'étais là. C'est seulement quand la nuit est tombée que j'ai pu me lever et me diriger vers la salle de bain. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Ce visage pâle aux yeux rougis qui me fixait, c'était moi, mais je ne me reconnaissais plus. Qui était cette femme trompée, trahie par les deux hommes en qui elle avait le plus confiance? Qu'allais-je faire maintenant? Confronter Philippe? Partir? Faire comme si je n'avais rien vu? Cette nuit-là, alors que je restais éveillée dans notre lit, Philippe dormant paisiblement à côté de moi, j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'effondrer, je n'allais pas fuir, j'allais comprendre l'étendue de cette trahison, puis je me vengerai. Pas dans un accès de rage aveugle, mais méthodiquement, froidement, avec la même précision que celle avec laquelle je dessinais mes bâtiments. Le lendemain, quand Philippe est parti pour l'université, j'ai commencé à observer, à noter, à planifier. Je souriais quand il rentrait, je lui parlais de ma journée, je l'embrassais comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Derrière mon masque de normalité, je commençais à tisser ma toile, à rassembler des informations, à préparer ma revanche. Les jours sont devenus des semaines, et les semaines des mois. J'ai continué à vivre dans cette maison qui n'était plus un foyer, à dormir aux côtés d'un homme qui n'était plus mon mari dans mon cœur. J'ai enduré les dîners de famille, où Marcel me traitait avec cette courtoisie feinte, ignorant que je savais tout. Je les observais tous les deux, notant leurs regards complices, leurs frôlements discrets, leurs excuses pour s'isoler ensemble. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas éclaté, pourquoi je n'ai pas confronté Philippe immédiatement, parce que je voulais comprendre depuis combien de temps cette relation durait, comprendre si c'était simplement une affaire ou quelque chose de plus profond, comprendre si d'autres personnes étaient au courant et surtout, comprendre comment je pourrais retourner cette situation à mon avantage. C'est ainsi que j'ai commencé à mener ma double vie. Le jour, j'étais Mathilde Dubois, architecte respectée et épouse dévouée. La nuit, j'étais une femme en quête de vérité et de justice, fouillant dans les affaires de Philippe, suivant Marcel, collectant des preuves. Mais je ne faisais que gratter la surface d'un secret bien plus sombre que je ne l'imaginais. Et vous, d'où venez-vous? Avez-vous déjà senti cette douleur sourde qui vous envahit quand vous découvrez que votre vie entière était basée sur un mensonge? J'espère que non. J'espère que vous n'aurez jamais à ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là, debout dans l'escalier de ma cave, regardant mon mari dans les bras de mon beau-père. Mais si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que parfois, la trahison peut être le catalyseur d'une transformation que vous n'auriez jamais cru possible. Il y a des moments qui divisent notre vie en deux parties distinctes, l'avant et l'après. Pour moi, ce moment est gravé dans ma mémoire avec une précision douloureuse. C'était un mardi de novembre, un de ces jours parisiens où la brume matinale s'attarde jusqu'à midi, enveloppant les bâtiments haussmanniens d'un voile mélancolique. J'avais quitté mon bureau plus tôt que prévu. Une réunion annulée m'avait libérée de mes obligations professionnelles et j'avais décidé de rentrer pour préparer une surprise à Philippe. Notre anniversaire de mariage approchait et malgré les doutes qui me rongeaient depuis des semaines, je voulais faire un effort. Peut-être que je me trompais, peut-être que son détachement n'était qu'une phase, le résultat du stress de ses recherches à la Sorbonne. En traversant le jardin du Luxembourg, j'avais acheté des fleurs à un marchand ambulant, des lys blancs, les préférés de Philippe. J'avais aussi fait un détour par la pâtisserie Angelina pour rapporter ses macarons au chocolat qu'il adorait. Des gestes simples, mais qui, je l'espérais, pourraient raviver quelque chose entre nous. La pluie avait commencé à tomber quand j'ai atteint notre rue. Une pluie fine, presque imperceptible, mais qui s'infiltrait partout, comme les soupçons qui s'insinuaient dans mon esprit depuis des mois. J'ai remarqué immédiatement la voiture de Marcel garée devant notre immeuble, sa Jaguar noire, imposante et luxueuse, reflet parfait de sa personnalité. « Il est venu voir Philippe », me suis-je dit. Rien d'inhabituel.
Depuis la mort de Sophie, 3 ans plus tôt, Marcel et Philippe s'étaient considérablement rapprochés. Je trouvais cette relation touchante, un père et son fils renforçant leur lien après la perte d'un être cher. Quelle naïveté de ma part. En poussant la porte de l'immeuble, j'ai salué Madame Beaufort, notre concierge, qui arrosait les plantes du hall. « Bonjour Mathilde, vous rentrez tôt aujourd'hui ?» a-t-elle remarqué avec un sourire. « Oui, une réunion annulée », ai-je répondu distraitement tout en vérifiant notre boîte aux lettres. « Votre beau-père est passé il y a 1 heure environ. Un homme charmant, toujours si élégant. » J'ai hoché la tête, rassemblant quelques factures et publicités. Marcel avait toujours eu cet effet sur les femmes, ce charisme naturel, cette présence qui remplissait l'espace. À 62 ans, il conservait l'allure d'un homme qui a passé sa vie à exercer le pouvoir et qui en a savouré chaque instant. « Philippe est rentré aussi ?» ai-je demandé, essayant de paraître désinvolte. « Oui, peu après-midi. Il n'avait pas cours aujourd'hui ?»« Si, mais ses étudiants sont en période d'examen. » ai-je menti, sachant pertinemment que Philippe devait donner un séminaire sur Proust jusqu'à 16 heures. En montant les escaliers, mon esprit calculait, analysait. Philippe me mentait depuis des semaines sur son emploi du temps. Ses absences, ses prétendues réunions tardives, ses week-ends de conférences qui ne figuraient sur aucun programme universitaire que j'avais pu vérifier. J'avais commencé à noter ces incohérences dans un petit carnet caché dans mon bureau, comme pour donner une forme tangible à mes doutes. Notre appartement occupait tout le 3e étage d'un immeuble du 19e siècle, quand nous l'avions acheté 7 ans plus tôt. Il était délabré, divisé en plusieurs petites chambres sombres. J'avais passé des mois à le restaurer, abattant des murs, restaurant les moulures d'origine, faisant revivre le parquet en point de Hongrie. C'était mon chef-d'œuvre, la preuve visible de mon talent d'architecte et de notre réussite en tant que couple. En insérant ma clé dans la serrure, j'ai hésité. Un sentiment étrange m'envahissait, comme si j'étais sur le point de franchir une frontière invisible. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible. L'appartement semblait désert. Dans l'entrée, j'ai remarqué le manteau de Philippe jeté négligemment sur une chaise, lui qui était habituellement si méticuleux. À côté, le pardessus en cachemire de Marcel, soigneusement plié. J'ai posé mon sac et les fleurs sur la console, retenant ma respiration pour écouter. Au début, je n'ai rien entendu que le tic-tac régulier de notre horloge Cartier, cadeau de Marcel pour nos 5 ans de mariage. Puis, presque imperceptible, des voix étouffées. Elles ne venaient pas du salon, ni de notre chambre. Elles semblaient monter du plancher même, comme un murmure souterrain. La cave, notre cave à vin, que j'avais aménagée avec tant de soin l'année précédente. Un espace intime, avec des étagères en chêne massif pour notre collection de grands crus, un petit bar en marbre, quelques fauteuils confortables. Philippe y descendait souvent le soir, prétendant chercher la bouteille parfaite pour notre dîner, mais y restant parfois 1 heure ou plus. Je m'étais toujours demandé ce qu'il y faisait vraiment. La porte menant à l'escalier de la cave était entr'ouverte. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, comme une voleuse dans ma propre maison. Les voix étaient plus claires maintenant, mais toujours indistinctes. J'ai descendu les marches, une à une, évitant soigneusement celles qui grinçaient. La 4e, je la connaissais bien. À mi-chemin, j'ai pu distinguer des mots. La voix grave de Marcel. « Ne peut pas continuer comme ça, Philippe. Cette situation devient intenable. »« Je sais, » répondait mon mari, sa voix inhabituellement tremblante. « Mais que veux-tu que je fasse? Que je lui dise tout? Que je détruise sa vie? Notre vie? Et la nôtre, alors? Combien de temps allons-nous nous cacher comme des criminels? Je suis fatiguée des mensonges, des excuses, des rencontres furtives. Un silence. Puis la voix de Philippe, plus douce, presque suppliante. Juste un peu plus de temps. Je te promets que je trouverai une solution. J'étais figée sur l'escalier, incapable d'avancer ou de reculer. Mon cerveau refusait d'interpréter ce que j'entendais, cherchant désespérément une explication alternative, n'importe laquelle. « Tu me dis ça depuis des mois ?» reprenait Marcel, sa voix trahissant une frustration contenue. Pendant ce temps, elle continue à construire sa vie sur des fondations illusoires. Est-ce vraiment plus juste? Non, admettait Philippe. Mais je l'aime aussi, à ma façon. C'est compliqué. Un rire amer de Marcel.
L'amour n'est jamais simple, mon fils. Mais parfois, la vérité est le seul cadeau qu'on puisse offrir. J'ai fait un pas de plus, puis un autre. La porte de la cave était maintenant visible, entr'ouverte sur un mince filet de lumière. Je me suis penché légèrement, risquant un regard à travers l'ouverture. Ce que j'ai vu a arrêté mon cœur. Philippe et Marcel, enlacés près des étagères de vin. Mon mari, les yeux fermés, la tête appuyée contre l'épaule de mon beau-père. Marcel lui caressait les cheveux d'un geste tendre, presque paternel, mais avec une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. « Je t'aime depuis si longtemps », murmurait Marcel, « bien avant que tu ne rencontres Mathilde, bien avant même que ta mère ne s'en doute. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Avant même Sophie, combien de temps cette relation durait-elle? Depuis l'adolescence de Philippe? Depuis son enfance? Je devais être resté trop longtemps à les observer, car soudain, le parquet a gémi sous mon poids. Un son infime, mais dans le silence de la cave, il a résonné comme un coup de tonnerre. Marcel a relevé la tête brusquement, ses yeux scrutant l'obscurité de l'escalier. Philippe s'est détaché de son étreinte, soudain alerte. « Il y a quelqu'un ?» a demandé mon mari, sa voix trahissant une panique mal dissimulée. J'ai reculé précipitamment, remontant les escaliers aussi silencieusement que possible. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Dans l'entrée, j'ai attrapé mon sac et les fleurs, puis je suis sortie de l'appartement, refermant la porte doucement derrière moi. Dans la rue, la pluie s'était intensifiée. Je marchais sans but, les lys blancs pendant lamentablement dans ma main. Les gouttes d'eau se mêlaient aux larmes qui coulaient maintenant librement sur mon visage. Je ne savais pas où aller, que faire. Mon monde venait de s'effondrer. J'ai marché pendant des heures, traversant Paris comme un fantôme. Le jardin des Tuileries, la Seine, le Marais. Mes pensées tournoyaient dans un chaos indescriptible. Les images de Philippe et Marcel ne cessaient de s'imposer à mon esprit, accompagnés de flashbacks, tous ces moments où j'aurais dû comprendre, tous ces signes que j'avais ignorés. La nuit tombait quand je me suis retrouvée devant l'appartement d'Amélie, ma meilleure amie depuis l'université. Je ne me souvenais même pas avoir décidé de venir ici. Mon corps semblait avoir pris le contrôle, me guidant vers le seul refuge possible. Amélie a ouvert la porte, son sourire se transformant immédiatement en inquiétude en voyant mon état. « Mathilde? Mon Dieu, que s'est-il passé ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. À la place, un sanglot déchirant a émergé, libérant toute la douleur, la confusion et la rage que j'avais contenue pendant ces heures interminables. Elle m'a prise dans ses bras sans poser de questions, m'a fait entrer, m'a installée sur son canapé. Elle a préparé du thé que je n'ai pas touché, a posé une couverture sur mes épaules tremblantes, et puis elle a attendu, patiemment, que je trouve les mots. « Philippe me trompe », ai-je finalement articulé, ma voix à peine audible. Amélie a hoché la tête, une expression de compassion sur son visage. En tant qu'avocate spécialisée dans les divorces, elle avait entendu cette phrase des centaines de fois. « Avec qui ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration. Avec Marcel, mon beau-père. Le choc sur son visage aurait été presque comique dans d'autres circonstances. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, incapable de trouver une réponse appropriée. « Tu en es sûre ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai acquiescé, puis je lui ai tout raconté. Les soupçons qui me hantaient depuis des mois, le retour imprévu à la maison, la conversation dans la cave, ce que j'avais vu. À mesure que je parlais, je sentais une partie de moi se détacher, observer la scène de loin, comme si cette histoire tragique concernait quelqu'un d'autre. Et le pire, ai-je conclu, c'est que je ne sais même pas depuis quand cela dure. Marcel a parlé de « avant même que ta mère ne s'en doute ». Cela pourrait faire des années, des décennies même. Amélie a secoué la tête, visiblement déstabilisée malgré son expérience professionnelle. C'est, je ne sais pas quoi dire, Mathilde. C'est au-delà de tout ce que j'ai pu entendre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ai-je demandé, me sentant soudain aussi perdue qu'une enfant. D'abord, tu restes ici cette nuit, a-t-elle déclaré fermement. Ensuite, nous réfléchirons ensemble. Mais tu ne peux pas retourner là-bas, pas ce soir. J'ai acquiescé, reconnaissante pour sa présence, son calme, sa détermination. Amélie avait toujours été mon roc depuis nos années d'études.
C'était elle qui m'avait soutenue quand mes parents étaient morts dans un accident de voiture, elle qui m'avait encouragée à poursuivre mes rêves d'architecture, elle qui avait été mon témoin à mon mariage avec Philippe. Philippe, l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans, l'homme avec qui j'avais planifié d'avoir des enfants, de vieillir ensemble, l'homme qui partageait maintenant le lit de son père. Cette nuit-là, allongée sur le canapé d'Amélie, le sommeil m'a fui. J'ai fixé le plafond pendant des heures, rejouant chaque moment de mon mariage, cherchant les indices que j'avais manqués. Comment avais-je pu être si aveugle? Au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux, j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'effondrer, je n'allais pas fuir. J'allais comprendre l'étendue de cette trahison, puis je me vengerai. Non pas dans un accès de rage impulsive, mais méthodiquement, froidement, avec la même précision avec laquelle je dessinais mes bâtiments. Quand Amélie s'est réveillée, elle m'a trouvée assise à sa table de cuisine, un carnet devant moi, notant déjà des idées, des plans, des questions. « Tu as l'air différente », a-t-elle remarqué en préparant du café. « Je le suis », ai-je répondu simplement. « La Mathilde d'hier est morte dans cette cave. Celle qui est devant toi ne se laissera plus jamais trahir ou manipuler. » Amélie m'a observé avec une expression indéchiffrable. « Que comptes-tu faire ? D'abord, retourner à l'appartement comme si de rien n'était. Agir normalement, observer, collecter des informations. Tu vas continuer à vivre avec lui ? Après ce que tu as vu ?» J'ai hoché la tête. Pour l'instant, je dois comprendre ce qui se passe vraiment. Cette relation entre Philippe et Marcel, il y a quelque chose qui ne colle pas. Une pièce manquante. « Mathilde » a commencé Amélie, la préoccupation évidente dans sa voix. « Je comprends que tu veuilles des réponses, mais vivre dans le mensonge, feindre l'ignorance, ça pourrait te détruire. » Je suis déjà détruite, ai-je répondu calmement. Maintenant, je me reconstruis. Et pour cela, j'ai besoin de vérité. Toute la vérité. Ce jour-là, je suis retournée à notre appartement, le visage composé, le cœur blindé. Philippe était là, faisant semblant de corriger des copies d'étudiants. Il a levé les yeux quand je suis entrée, une expression de soulagement mal dissimulée sur son visage. « Mathilde, où étais-tu? J'étais inquiet. Tu n'as pas répondu à mes messages. »« Désolée, » ai-je répondu avec un sourire forcé. « Réunion d'urgence pour le projet de la Défense. Mon téléphone était déchargé. Il a acquiescé, visiblement soulagé que je ne pose pas de questions sur sa propre journée. J'ai commandé des sushis pour ce soir, ça te va? »« Parfait, » ai-je dit, me dirigeant vers notre chambre pour me changer. Ainsi a commencé ma double vie. Le jour, j'étais Mathilde Dubois, architecte respectée et épouse dévouée. La nuit, j'étais une femme en quête de vérité et de justice, fouillant dans les affaires de Philippe, suivant Marcel, collectant des preuves. Mais je ne faisais que gratter la surface d'un secret bien plus sombre que je ne l'imaginais. Les semaines qui suivirent de ma découverte furent les plus étranges de ma vie. J'évoluais dans un monde parallèle, observant ma propre existence comme une spectatrice détachée. Chaque matin, je me réveillais à côté de Philippe, étudiant son visage endormi, cherchant des traces de culpabilité, de remords, ou simplement des indices sur l'homme qu'il était vraiment. Avais-je jamais connu mon mari? Un matin de décembre, alors que Paris s'éveillait sous une fine couche de neige, j'ai pris mon petit déjeuner face à Philippe, comme d'habitude. Il lisait Le Monde, commentant distraitement un article sur la crise du logement. Ironie amère pour une architecte dont la propre maison n'était qu'un château de cartes. J'ai remarqué une marque sur son cou, à peine visible sous son col de chemise. « Tu t'es blessé ?» ai-je demandé innocemment, sachant pertinemment ce qu'était cette marque. Philippe a touché son cou instinctivement, une brève lueur de panique traversant son regard. « Oh, je me suis cogné contre l'étagère de mon bureau hier !» Un mensonge de plus dans l'océan de fausseté qu'était devenu notre vie commune. J'ai simplement hoché la tête, sirotant mon café, calculant mentalement combien de temps il faudrait pour que cette marque disparaisse. 3 jours, peut-être 4, juste assez pour qu'il puisse en arborer une nouvelle lors de sa prochaine réunion tardive avec Marcel. À mon cabinet d'architecture, je fonctionnais comme un automate bien programmé. Je dessinais, je dirigeais mon équipe, je rencontrais des clients, je signais des contrats. Personne ne semblait remarquer que j'étais devenue l'ombre de moi-même. Ou peut-être le remarquait-il.
mais attribuait mon changement au stress de notre nouveau projet pour la rénovation d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Seul Vincent, mon associé depuis 8 ans, a osé aborder le sujet un soir où nous étions restés tard pour finaliser des plans. « Mathilde, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé brusquement, posant son crayon. « Tu n'es plus la même depuis des semaines. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur, surprise par cette confrontation directe. Vincent et moi avions toujours eu une relation professionnelle cordiale, mais distante. Nous n'étions pas amis en dehors du travail, ne partagions pas nos vies personnelles. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » ai-je répondu, tentant de paraître désinvolte. « Ne me prends pas pour un imbécile, » a-t-il répliqué, son ton plus doux que ses mots. « Je te connais depuis une décennie. Quelque chose te ronge. » J'ai hésité, pesant mes options. Pouvais-je me confier à Vincent? Serait-ce un soulagement de partager ce fardeau avec quelqu'un d'autre qu'Amélie? Des problèmes personnels, ai-je finalement admis. Rien qui affecte mon travail. Vincent m'a observé longuement, ses yeux bleus reflétant une compréhension que je n'avais pas anticipée. Si c'est ce que tu veux croire, mais ton travail a changé aussi, Mathilde. Pas en mal, mais différemment. Tes designs sont plus audacieux, plus sombres aussi. Cette observation m'a frappée. Je n'avais pas réalisé que ma transformation intérieure se manifestait dans mes créations. J'ai regardé les plans sur lesquels nous travaillions, un concept pour transformer un ancien hôtel particulier en galerie d'art moderne. Effectivement, mon approche était différente. Plus d'angles aigus, moins de lumière naturelle, des espaces plus compartimentés, presque labyrinthiques. Je suppose que nous évoluons tous, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Vincent. Si tu as besoin de parler, a-t-il offert, ou simplement de hurler sur quelqu'un qui n'est pas directement impliqué dans quoi que ce soit qui te préoccupe, je suis là. J'ai acquiescé, touché par cette offre inattendue. Merci Vincent. Peut-être un jour. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai trouvé un message de Philippe sur le répondeur. Sa voix, légèrement tendue, m'informait qu'il passerait la nuit à la bibliothèque de la Sorbonne pour préparer une conférence importante. Une excuse qu'il avait déjà utilisée 3 fois ce mois-ci. Au lieu de me mettre en colère, j'ai vu cette absence comme une opportunité. J'ai attendu 1 heure, vérifiant que Philippe ne reviendrait pas chercher quelque chose d'oublié. Puis j'ai commencé ma fouille méthodique de l'appartement. J'avais déjà exploré ses tiroirs, son bureau, même les poches de ses vêtements, sans rien trouver de révélateur. Ce soir, j'allais m'attaquer à son ordinateur portable. Philippe le protégeait jalousement, ne le laissant jamais ouvert sans surveillance. Mais il existait des moyens de contourner ce problème. Dans mon sac, j'ai sorti un petit appareil que Jean-Pierre Blanc, le détective privé recommandé par Amélie, m'avait fourni la semaine précédente. Une clé USB spéciale, capable de copier les données d'un ordinateur sans laisser de traces. Jean-Pierre m'avait expliqué son fonctionnement avec la précision d'un ancien policier reconverti dans l'investigation privée. L'ordinateur de Philippe se trouvait dans son bureau, un espace qu'il avait aménagé dans notre seconde chambre, celle qui aurait dû devenir la nurserie pour l'enfant que nous n'avions jamais eue. J'ai inséré la clé, suivant scrupuleusement les instructions de Jean-Pierre. L'appareil a fait son travail silencieusement, copiant emails, documents, historiques de navigation. Pendant que la clé travaillait, j'ai continué ma fouille. Dans une boîte à chaussures, au fond de son placard, cachée sous des dossiers de cours, j'ai trouvé une petite boîte en bois. À l'intérieur, des lettres anciennes, jaunies par le temps. Je les ai parcourues rapidement, mon cœur s'accélérant à chaque ligne. C'étaient des lettres d'amour. Des lettres de Marcel à Philippe, datant de plus de 20 ans. Philippe n'avait que 17 ans à l'époque. L'écriture élégante de Marcel exprimait des sentiments qui oscillaient entre l'amour paternel et une passion dévorante dans un mélange troublant qui m'a donné la nausée. J'ai photographié chaque lettre avec mon téléphone, les remettant exactement dans l'ordre où je les avais trouvées. Puis, j'ai replacé la boîte, effaçant soigneusement toute trace de mon passage. La clé USB avait terminé son travail. Je l'ai retirée, refermant l'ordinateur dans la position exacte où Philippe l'avait laissé. Puis je suis sortie de l'appartement, incapable d'y rester 1 minute de plus, étouffant sous le poids des secrets qu'il contenait. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Amélie, parcourant les données extraites de l'ordinateur de Philippe. La plupart étaient banales. Des articles académiques, des notes de cours,
des emails professionnels, mais dans un dossier crypté que le logiciel de Jean-Pierre avait réussi à ouvrir, j'ai trouvé des photos, des dizaines de photos de Philippe et Marcel ensemble, dans des lieux que je ne reconnaissais pas, des chambres d'hôtel à l'étranger probablement, lors de ces conférences internationales auxquelles Philippe prétendait assister seul. Ces images m'ont brisé une seconde fois, voir l'intimité entre ces deux hommes, l'évidente complicité qui les unissait depuis si longtemps. J'ai pleuré jusqu'à l'épuisement, m'endormant finalement sur le canapé d'Amélie, mon téléphone encore serré dans ma main. Le lendemain matin, j'ai dû affronter une journée de travail avec les yeux rougis et l'âme en lambeaux. Vincent m'a lancé un regard inquiet, mais n'a rien dit. J'ai plongé dans mes dessins, cherchant refuge dans la précision des lignes et des angles, dans ce monde ordonné où tout avait un sens, une place, une raison d'être. À midi, Jean-Pierre m'a appelé pour fixer un rendez-vous. « J'ai des informations importantes », a-t-il dit simplement. Ce soir, 18h, au café près du palais de justice. J'ai passé l'après-midi dans un état de nervosité grandissante. Qu'avait-il découvert? Quelque chose de pire encore que ce que j'imaginais. Le café de la justice était un établissement discret, fréquenté principalement par des avocats et des fonctionnaires du tribunal voisin. Jean-Pierre m'attendait à une table du fond, son visage buriné, impassible comme toujours. À 60 ans passés, il avait cette aura d'un homme qui a tout vu et que rien ne peut plus surprendre. « Madame Dubois », m'a-t-il salué, se levant poliment. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» ai-je demandé sans préambule, trop tendu pour les civilités d'usage. Il a sorti un dossier de sa sacoche usé en cuir. « J'ai suivi M. Moreau, comme vous me l'avez demandé. Ses activités personnelles avec votre mari ne sont que la partie visible de l'iceberg. J'ai ouvert le dossier, découvrant des photos de Marcel entrant dans des immeubles que je ne connaissais pas, serrant la main d'hommes à l'allure louche, échangeant des enveloppes dans des parkings souterrains. Votre beau-père n'est pas simplement un promoteur immobilier respecté, a expliqué Jean-Pierre. Il dirige un réseau de blanchiment d'argent à travers ses sociétés. Des fonds provenant de diverses activités illicites sont investis dans ces projets immobiliers, ressortant propres de l'autre côté. J'ai fixé les photos, abasourdi. Marcel, le patriarche respecté, le veuf éploré de Sophie, le bienfaiteur généreux de plusieurs fondations caritatives. Un criminel? Ce n'est pas tout, a poursuivi Jean-Pierre, sa voix prenant un ton plus grave. J'ai fait des recherches sur le décès de votre belle-mère, Sophie Moreau. Mon cœur s'est serré. Sophie était morte d'une crise cardiaque 3 ans plus tôt. Une mort naturelle, soudaine, mais pas totalement surprenante, vu ses antécédents familiaux. Les rapports médicaux officiels indiquent une crise cardiaque, a continué Jean-Pierre. Mais j'ai parlé à son ancienne femme de chambre. Sophie prenait des médicaments pour son cœur depuis des années, était suivie régulièrement. La veille de sa mort, elle avait confié à cette femme de chambre qu'elle comptait quitter Marcel. Elle avait découvert quelque chose qui la bouleversait. Sa relation avec Philippe, ai-je murmuré, les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans mon esprit. Jean-Pierre a haussé les épaules. Possible, ou ses activités criminelles, ou les deux. Quoi qu'il en soit, sa mort survient bien opportunément pour M. Moreau. J'ai fermé les yeux, assimilant ces nouvelles informations. Marcel n'était pas simplement l'amant de mon mari. Il était potentiellement un meurtrier, certainement un criminel. Il y a autre chose, a ajouté Jean-Pierre, sortant un dernier document du dossier. J'ai obtenu ceci des archives de l'hôpital où Philippe est né. J'ai parcouru le document, un certificat de naissance. Rien ne semblait inhabituel au premier abord. Regardez la date, a pointé Jean-Pierre. Maintenant, regardez la date du mariage de Marcel et Sophie. J'ai comparé les deux dates, réalisant avec stupeur que Philippe était né seulement 5 mois après leur mariage. Ce n'est pas si extraordinaire, ai-je objecté. Ils ont pu concevoir Philippe avant de se marier? C'est possible, a admis Jean-Pierre. Mais j'ai aussi trouvé ceci. Il m'a tendu une copie d'un vieux dossier médical, datant de l'année précédant la naissance de Philippe. Il s'agissait d'un test de fertilité concernant Marcel Moreau. Le résultat était sans appel. Stérilité complète due à une maladie infantile. Marcel ne peut pas être le père biologique de Philippe, ai-je murmuré, abasourdi. Jean-Pierre a hoché la tête. Et pourtant, il l'a reconnu légalement. Il l'a élevé comme son fils. Et maintenant, ils sont amants,
ai-je complété, sentant la nausée monter en moi. Mais Philippe sait-il la vérité? Sait-il que Marcel n'est pas son père? Ça, je ne peux pas le dire, a répondu Jean-Pierre. Mais j'ai une dernière information qui pourrait vous intéresser. Il m'a montré des relevés bancaires, des transferts de fonds entre différentes sociétés, des documents légaux complexes. Votre mari est impliqué dans les affaires de Marcel, pas seulement émotionnellement, mais financièrement. Il est signataire de plusieurs comptes offshore. Il participe aux opérations de blanchiment, probablement depuis des années. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Philippe, mon mari, l'intellectuel raffiné, le professeur respecté, complice d'activités criminelles. Je vous laisse digérer tout cela, a conclu Jean-Pierre, rassemblant ses documents. Appelez-moi quand vous aurez décidé de la suite. Je suis sorti du café dans un état second, marchant sans but dans les rues de Paris. La nuit était tombée, les lumières de la ville se reflétaient dans la Seine que je longeais sans vraiment la voir. Mon monde s'était effondré une nouvelle fois, mais différemment. La trahison personnelle se doublait maintenant d'une dimension criminelle que je n'aurais jamais soupçonnée. Arrivée au jardin des Tuileries, je me suis assise sur un banc, regardant les fontaines illuminées, les statues impassibles, témoins silencieux de tant d'histoires parisiennes à travers les siècles. Combien d'autres femmes s'étaient assises ici, le cœur brisé, l'esprit en tumulte. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de Philippe. « Où es-tu ? Je m'inquiète. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'avais besoin de réfléchir, de planifier. Les informations que Jean-Pierre m'avait fournies ne représentaient pas seulement une arme pour ma vengeance personnelle. Elles constituaient des preuves de crimes graves. Que devais-je faire? Aller à la police? Confronter Philippe? Marcel? Disparaître et recommencer ma vie ailleurs? Alors que je contemplais ces options, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée si audacieuse, si risquée, qu'elle m'a d'abord semblé folle. Mais plus j'y réfléchissais, plus elle prenait forme, se précisait, devenait un plan concret. Je ne serais pas simplement une victime cherchant vengeance, je serais la justice elle-même. Cette nuit-là, j'ai finalement répondu à Philippe, lui disant que j'étais chez Amélie pour discuter d'un problème personnel qu'elle traversait. Un mensonge répondant à ses mensonges. Je lui ai promis de rentrer le lendemain. En retournant à notre appartement le matin suivant, j'ai affiché une expression de fatigue, mais de sérénité. Philippe m'a accueilli avec un soulagement apparent, me prenant dans ses bras. J'étais inquiet, a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tu aurais dû me prévenir. »« Désolée, » ai-je répondu, me détachant doucement. Amélie traversait une crise. Elle avait besoin de moi. Il a acquiescé, acceptant cette explication sans poser de questions supplémentaires. Craignait-il que je lui retourne l'appareil, que je l'interroge sur ses propres absences inexpliquées? Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan. D'abord, contacter une avocate spécialisée dans les délits de financiers, pas Amélie, quelqu'un d'extérieur à notre cercle. Ensuite, sécuriser mes propres finances, ouvrir des comptes séparés, transférer discrètement mes économies personnelles. Puis, installer des caméras de surveillance dans notre appartement, particulièrement dans la cave à vin et le bureau de Philippe. Chaque soir, je faisais semblant de prendre des somnifères pour dormir, prétextant un stress professionnel. En réalité, je restais éveillé, surveillant les mouvements de Philippe, notant ses appels tardifs à Marcel, ses sorties furtives. Pendant ce temps, mon apparence extérieure se dégradait progressivement. Je maigrissais, mes vêtements devenaient plus ternes, mes yeux se creusèrent de cernes authentiques. Cette transformation n'était pas entièrement feinte. La douleur et la rage me consumaient de l'intérieur. Mais j'exagérais délibérément les symptômes, jouant le rôle de l'épouse dépressive, trop préoccupée par ses propres problèmes pour remarquer ceux de son mari. Cette stratégie fonctionnait parfaitement. Philippe, rassuré par mon apparente fragilité psychologique, devenait moins prudent. Un soir, je l'ai entendu au téléphone avec Marcel, dans son bureau. « Elle ne se doute de rien », disait-il à voix basse. « Elle est tellement absorbée par son travail et ses propres problèmes. Nous pourrions probablement faire l'amour devant elle sans qu'elle le remarque. » Le rire qui a suivi cette remarque a allumé en moi une fureur glaciale, une détermination inébranlable. Je les détruirais tous les deux, méthodiquement, complètement. J'étais devenu l'architecte de leur chute. Un mardi matin de janvier,
j'ai pris la décision qui allait tout changer. Assise dans mon bureau à La Défense, contemplant la vue brumeuse de Paris, j'ai composé le numéro d'un avocat spécialisé en criminalité financière que Jean-Pierre m'avait recommandé. Maître Laurent Dufresne était réputé pour sa discrétion et son efficacité implacable. Son cabinet, niché dans une ruelle tranquille du 8e arrondissement, ne payait pas de mine, mais sa réputation le précédait dans les milieux juridiques. « Je dois disparaître », lui ai-je annoncé sans préambule, après lui avoir exposé ma situation dans les grandes lignes. Il m'a observé en silence, par-dessus ses lunettes à monture fine, son visage austère ne trahissant aucune émotion. « Légalement ou pratiquement ?» a-t-il finalement demandé, choisissant soigneusement ses mots. « Les deux ?» ai-je répondu fermement. « Pour un temps, je dois devenir invisible aux yeux de mon mari et de mon beau-père, tout en préparant mon retour. » Fracassant. Ce jour-là, dans ce bureau aux murs couverts de livres juridiques, nous avons élaboré la première phase de mon plan. Maître Dufresne a pris des notes méticuleuses, m'interrompant parfois pour clarifier un point ou suggérer une alternative. Son esprit analytique complétait parfaitement ma vision architecturale de la vengeance que je construisais. « Ce que vous proposez est risqué », a-t-il conclu après 2 heures de discussion. « Légalement, moralement et personnellement, mais c'est faisable. Êtes-vous certaine de vouloir aller jusqu'au bout ?» J'ai hoché la tête sans hésitation. Je n'ai plus rien à perdre. Ils m'ont tout pris. Mon mariage, ma confiance, mon avenir. Maintenant, c'est à mon tour de prendre. En sortant de son cabinet, je me sentais légère, presque euphorique. Pour la première fois depuis ma découverte dans la cave à vin, j'avais un objectif clair, un chemin tracé. La douleur était toujours là, brûlante et omniprésente, mais elle alimentait désormais ma détermination plutôt que de me paralyser. Les 2 semaines suivantes furent de consacrer aux préparatifs minutieux de ma disparition. J'ai ouvert des comptes bancaires sous un nom d'emprunt dans 3 banques différentes, utilisant des documents que Maître Dufresne avait obtenus grâce à ses contacts. J'ai loué un petit appartement dans le 19e arrondissement, un quartier où ni Philippe ni Marcel ne mettaient jamais les pieds, le considérant trop populaire pour leur goût raffiné. Parallèlement, j'ai intensifié mon apparence dépressive à la maison. J'ai commencé à manquer des jours de travail, prétextant des migraines débilitantes. J'ai laissé traîner des boîtes d'antidépresseurs vides sur ma table de nuit. J'ai perdu du poids délibérément, laissant mes vêtements flotter sur mon corps amaigri. Philippe, au début inquiet, s'est rapidement habitué à cette nouvelle version de moi, plus effacée, moins exigeante, parfaite pour ses besoins. Il ne posait plus de questions quand je restais au lit toute la journée, les rideaux fermés, prétendant être trop épuisé pour fonctionner normalement. Cette façade de fragilité lui donnait une liberté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il passait maintenant des nuits entières au bureau ou en conférence, revenant à l'aube, parfumé d'une odeur qui n'était pas la sienne. Je notais tout, enregistrais tout, alimentant le dossier que je constituais contre lui et Marcel. Un soir, alors que Philippe était encore une fois absent, j'ai reçu un appel de Jean-Pierre. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », m'a-t-il dit sans préambule. « Pouvez-vous me rejoindre au même café que la dernière fois, dans 1 heure ?» La nuit était glaciale, typique de janvier à Paris. J'ai enfilé un manteau sombre et un foulard qui dissimulait partiellement mon visage, une précaution probablement inutile. Mais la paranoïa était devenue ma compagne constante. Jean-Pierre m'attendait à la même table, un dossier posé devant lui. J'ai suivi la piste des transactions financières de Marcel Moreau, a-t-il commencé dès que je me suis assise. Une partie de l'argent blanchi à travers ces sociétés immobilières provient d'un réseau de trafic d'art. Il m'a montré des photos de tableaux, des rapports de police, des articles de journaux sur des vols dans des musées européens. Marcel sert d'intermédiaire entre les voleurs et les acheteurs privés, a poursuivi Jean-Pierre. Les œuvres volées transitent par ses propriétés avant d'être revendues à des collectionneurs peu scrupuleux. L'argent est ensuite investi dans ses projets immobiliers légitimes. J'ai parcouru les documents, fasciné et horrifié à la fois. L'empire respectable de Marcel Moreau, ses donations généreuses au musée parisien, ses discours passionnés sur la préservation du patrimoine culturel. Tout n'était qu'une façade soigneusement construite. Il y a plus, a ajouté Jean-Pierre, baissant la voix bien que personne ne puisse nous entendre dans le brouhaha du café.
J'ai trouvé des informations sur la mort de Sophie Moreau. Mon cœur s'est accéléré. Des preuves? Pas exactement, mais des coïncidences troublantes. Le médecin qui a signé l'acte de décès était un ami proche de Marcel. Il a lui-même mystérieusement hérité d'une propriété en Provence 2 mois après la mort de Sophie. Et j'ai retrouvé une ancienne infirmière qui s'occupait de Sophie. Elle affirme avoir vu Marcel seul avec sa femme juste avant sa crise cardiaque, lui donnant personnellement ses médicaments ce jour-là, contrairement à l'habitude. J'ai fermé les yeux, assimilant ces informations. Marcel n'était pas simplement un criminel en col blanc, il était potentiellement un meurtrier. Et Philippe, est-il au courant de tout cela? Jean-Pierre a hésité. Difficile à dire avec certitude, mais il est signataire de plusieurs comptes utilisés pour ces transactions illégales. Il accompagne Marcel lors de certains voyages, coïncidant avec des ventes d'œuvres volées. S'il n'est pas complice actif, il est au minimum au courant. Cette révélation m'a frappé plus durement que je ne l'aurais imaginé. Une part de moi espérait encore que Philippe était simplement pris dans une relation toxique avec Marcel, manipulé émotionnellement depuis son adolescence. Mais s'il participait sciemment à ses activités criminelles, j'ai besoin de preuves concrètes, ai-je déclaré, retrouvant ma détermination. Des documents, des enregistrements, quelque chose que je puisse utiliser. C'est risqué, a averti Jean-Pierre. Ces gens sont dangereux, Madame Dubois. Marcel Moreau a des connexions dans tous les milieux, y compris avec certains éléments de la police. Si vous êtes découverte, je sais, ai-je coupé, mais je ne reculerai pas. Nous avons élaboré un plan cette nuit-là. Jean-Pierre utiliserait ses contacts pour obtenir l'accès au système de sécurité du bureau de Marcel, au Marais. Je m'occuperai de Philippe et de notre appartement. Les jours suivants, j'ai intensifié ma mise en scène. J'ai commencé à parler de faire un séjour dans une clinique spécialisée pour dépression. Philippe a accueilli cette idée avec un soulagement mal dissimulé. « C'est peut-être ce dont tu as besoin, ma chérie », a-t-il dit, caressant distraitement mes cheveux. « Un environnement calme, des professionnels pour t'aider. »« Tu as raison », ai-je murmuré, jouant la femme fragile et reconnaissante. « Je vais me renseigner sur les établissements. » Pendant ce temps, j'installais discrètement des caméras miniatures dans notre appartement, dans la cave à vin bien sûr, mais aussi dans le bureau de Philippe, dans notre salon, même dans notre chambre. Des dispositifs sophistiqués, indétectables à l'œil nu, que Jean-Pierre avait obtenus grâce à ses contacts. La veille de ma prétendue admission en clinique, j'ai fait une découverte cruciale. Philippe était sorti dîner avec des collègues, me laissant seul à l'appartement. J'en ai profité pour faire une dernière fouille minutieuse de son bureau. Dans un double fond de son classeur, j'ai trouvé une clé USB soigneusement cachée. Le contenu de cette clé a dépassé mes pires anticipations. Des photos d'œuvres d'art clairement identifiées comme volées, des coordonnées bancaires, des noms de collectionneurs, des dates de transactions. Philippe n'était pas un complice passif. Il était au cœur même des opérations de Marcel. Plus troublante encore, j'ai trouvé un dossier contenant des informations sur Sophie, ses ordonnances médicales, le détail de ses traitements et un document particulièrement glaçant, des recherches sur les interactions médicamenteuses pouvant provoquer des crises cardiaques indétectables lors d'autopsies standards. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Au petit matin, Philippe m'a embrassé sur le front avant de partir pour l'université. « Je viendrai te voir ce week-end à la clinique », a-t-il promis, son visage affichant le masque parfait du mari inquiet. J'ai hoché la tête, les yeux baissés. « Merci de me soutenir dans cette épreuve. » Dès qu'il a quitté l'appartement, j'ai mis en action la phase finale de mes préparatifs. J'ai copié toutes les preuves que j'avais accumulées sur plusieurs supports, les cachant dans différents endroits sécurisés. J'ai envoyé des instructions détaillées à Maître Dufresne et à Jean-Pierre. Puis j'ai préparé une petite valise, comme si je partais vraiment en clinique. À midi, j'ai quitté notre appartement de Saint-Germain-des-Prés pour la dernière fois. En fermant la porte, j'ai ressenti un pincement au cœur inattendu. Malgré tout ce qui s'était passé, cet endroit avait été mon foyer, le théâtre de moments heureux, de projets, de rêves. Mais ces souvenirs appartenaient à une autre Mathilde, celle qui était morte le jour où j'avais découvert Philippe et Marcel dans notre cave à vin. Je me suis rendue directement à mon nouvel appartement dans le 19e arrondissement. Un 2 pièces modeste, mais fonctionnel, meublé sommairement, sans âme ni personnalité. Parfait pour une femme qui n'existait officiellement plus.
car c'est ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai disparu. Pas pour la police ou les autorités, bien sûr. Maître Dufresne avait arrangé les détails légaux, créant une piste documentaire, me plaçant dans une clinique privée en Suisse, loin des regards indiscrets. Mais pour Philippe, pour Marcel, pour mon cabinet d'architecture, où j'avais pris un congé médical prolongé, j'étais désormais inaccessible. Les premiers jours de ma disparition ont été étrangement libérateurs. Je ne répondais plus au téléphone, ne consultais plus mes emails personnels, ne vivais plus selon les attentes des autres. J'étais devenue une ombre, observant le monde depuis les marges. J'ai passé ces journées à analyser méthodiquement les preuves que j'avais accumulées, à organiser mon dossier contre Philippe et Marcel, à planifier chaque détail de ma vengeance. Le soir, je parcourais Paris incognito, méconnaissable avec mes cheveux teints et mes vêtements simples. J'observais parfois notre ancien appartement de loin, notant les allées et venues. Une semaine après ma disparition, Philippe a commencé à inviter Marcel ouvertement chez nous. Plus besoin de se cacher, de prétendre. Les caméras que j'avais installées me transmettaient des images de leur vie commune, leurs dîners, leurs discussions professionnelles concernant leurs activités illégales, leurs moments intimes que je regardais avec un détachement clinique qui m'étonnait moi-même. Pendant ce temps, Jean-Pierre avait réussi à placer des dispositifs de surveillance similaires dans le bureau de Marcel au Marais. Chaque jour apportait de nouvelles preuves, de nouveaux noms, de nouveaux délits. Le réseau criminel de Marcel était plus vaste que nous l'avions imaginé, s'étendant à travers l'Europe, impliquant des personnalités haut placées dans le monde des affaires, de la politique, même des forces de l'ordre. Un mois après ma disparition, j'ai rencontré Maître Dufresne dans un petit café anonyme de Belleville. Il était accompagné d'une femme que je n'avais jamais vue, qu'il m'a présentée comme commissaire Leclerc. Madame Dubois, a commencé la commissaire après les présentations. Ce que vous avez découvert pourrait être l'une des plus grandes affaires de criminalité en col blanc de ces dernières années. Mais procéder contre des hommes comme Marcel Moreau exige une préparation minutieuse. Nous n'aurons pas de seconde chance. J'ai acquiescé, comprenant parfaitement l'enjeu. Combien de temps? 2 mois, peut-être 3, a-t-elle répondu. Nous devons constituer un dossier inattaquable, sécuriser tous les témoins potentiels, coordonner les opérations avec Interpol pour les ramifications internationales. Et tout cela dans le plus grand secret. 2 mois de plus dans l'ombre, à attendre, à observer, à préparer. C'était long, mais j'avais appris la patience. La vengeance, comme l'architecture, ne tolère pas la précipitation. Pendant ces 2 mois, j'ai vécu comme un fantôme. Le jour, je travaillais avec la commissaire Leclerc et son équipe, analysant des documents, identifiant des suspects, cartographiant le réseau criminel de Marcel. La nuit, je surveillais Philippe à travers mes caméras, le regardant se pavaner dans notre appartement avec Marcel, inconscient du piège qui se refermait sur eux. J'ai observé leur relation évoluer en mon absence. Sans le besoin de se cacher, ils affichaient une intimité qui me confirmait la profondeur et l'ancienneté de leur relation. Philippe semblait transformé, plus assuré, plus dur aussi. L'intellectuel sensible avait laissé place à un homme calculateur, discutant froidement de transactions illégales, de menaces à éliminer, de témoins à faire taire. Un soir, j'ai entendu Marcel mentionner mon nom pour la première fois depuis ma disparition. « Des nouvelles de Mathilde ?» a-t-il demandé, sirotant un verre de vin. « Mon vin de ma cave. » Philippe a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a glacée. La clinique dit qu'elle progresse, mais lentement. Il recommande un séjour prolongé. « Parfait », a répondu Marcel avec un sourire satisfait. « Ça nous donne le temps de finaliser le transfert des propriétés. As-tu obtenu sa signature pour la procuration générale ?»« Bien sûr », a répondu Philippe, sortant un document de son bureau. Elle était tellement abattue qu'elle aurait signé n'importe quoi. Elle pense que c'est pour gérer les factures pendant son absence. Ils ont ri ensemble, trinquant à leur ingéniosité. Ce que Philippe ignorait, c'est que la procuration qu'il brandissait si fièrement était un faux habillement créé par Maître Dufresne, identique en apparence, mais légalement invalide. Cette conversation a confirmé mes soupçons. Il prévoyait de me dépouiller financièrement pendant ma prétendue convalescence, transférant mes biens à leur nom avant que je ne puisse réagir. Si j'avais réellement été dans cette clinique, vulnérable et isolée,
leur plan aurait probablement fonctionné. À mesure que la date prévue pour l'intervention de la police approchait, mon anxiété grandissait. Tout reposait sur un timing parfait, une coordination impeccable. La moindre fuite, la plus petite erreur, et Marcel utiliserait ses contacts pour disparaître, emportant Philippe et les preuves avec lui. Une semaine avant le jour J, la commissaire Leclerc m'a convoqué pour une réunion d'urgence. Son visage, habituellement impassible, trahissait une inquiétude inhabituelle. « Nous avons un problème », a-t-elle annoncé sans préambule. Une de nos sources indique que Marcel Moreau prévoit de quitter le pays dans 3 jours. Un voyage d'affaires à Dubaï sans billet retour. Mon sang s'est glacé. Il se doute de quelque chose? Impossible à dire. Peut-être une simple précaution. Ou peut-être a-t-il été alerté par un de ses contacts. Quoi qu'il en soit, nous devons avancer l'opération. Nous avons passé la nuit à revoir le plan, adaptant chaque détail à ce nouveau calendrier. L'intervention aurait lieu dans 48 heures, pas dans le bureau de Marcel comme initialement prévu, mais lors d'une soirée qu'il organisait dans son appartement du 16e arrondissement. Une réception élégante pour célébrer le lancement d'un nouveau projet immobilier. Ironiquement, une résidence de luxe construite sur les fondations d'un ancien musée privé dont plusieurs œuvres avaient mystérieusement disparu avant la démolition. Tous nos suspects principaux seront présents, a expliqué la commissaire. C'est l'occasion parfaite. J'ai hoché la tête, la gorge nouée par une anticipation presque douloureuse. Et mon rôle? Vous n'en avez pas, a-t-elle répondu fermement. C'est trop dangereux. Vous nous avez fourni les informations nécessaires. Maintenant, laissez-nous faire notre travail. Mais je savais déjà que je ne resterais pas à l'écart. Cette vengeance était la mienne. Et j'entendais bien en savourer chaque instant. Le jour de la réception, j'ai préparé ma propre intervention. Dans mon petit appartement du 19e arrondissement, j'ai ouvert une valise que je n'avais pas touchée depuis des semaines. À l'intérieur se trouvait une robe rouge spectaculaire que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Un modèle sur mesure, audacieux et élégant à la fois. J'ai coiffé mes cheveux récemment reteints dans leur couleur naturelle en un chignon sophistiqué. Mon maquillage était impeccable, masquant les traces de fatigue accumulées pendant ces mois d'enquête et de planification. En me regardant dans le miroir, j'ai eu peine à reconnaître la femme qui me fixait. Ce n'était plus la Mathilde brisée et humiliée découverte dans l'escalier de sa cave à vin. C'était une femme transformée par la douleur, forgée dans la trahison, déterminée à obtenir justice. J'ai pris un taxi pour le 16e arrondissement, mon invitation contrefaite soigneusement rangée dans mon sac de soirée. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient étrangement calmes, mes pensées parfaitement claires. Devant l'immeuble haussmannien de Marcel, des voitures de luxe déposaient des invités élégants, l'élite parisienne, venus célébrer un projet construit sur des mensonges et des crimes, parfaitement inconscients de ce qui les attendait ce soir. J'ai gravi les marches menant à l'entrée, mon talon claquant sur le marbre comme le compte à rebours d'une bombe sur le point d'exploser. Le majordome qui m'a accueilli à l'entrée de l'appartement de Marcel ne m'a pas reconnu. Comment l'aurait-il pu? La femme fragile et effacée qu'il avait vue occasionnellement lors de dîners familiaux avait disparu. À sa place, se tenait une inconnue en robe rouge sang, au regard déterminé, au sourire énigmatique. « Votre nom, madame ?» a-t-il demandé poliment, consultant sa liste d'invités. « Mathilde Dubois !» ai-je répondu sans hésitation, savourant l'éclair de confusion qui a traversé son visage. « Mathilde Dubois !» a-t-il répété, parcourant frénétiquement sa liste. « Je ne vois pas. La belle-fille de Monsieur Moreau !» ai-je précisé, tendant mon invitation contrefaite. « Je reviens de Suisse spécialement pour l'événement, une surprise. » Une surprise, en effet. Le majordome a hésité, mais l'invitation semblait authentique et mon assurance l'a finalement convaincu. Il s'est effacé pour me laisser entrer, annonçant mon nom discrètement à l'oreillette qu'il portait. L'appartement de Marcel était exactement comme dans mes souvenirs. Opulent, parfaitement décoré, chaque objet soigneusement choisi pour projeter une image de richesse et de bon goût. Les murs de son immense salon étaient ornés de tableaux que je regardais désormais avec un œil nouveau. Combien de ces œuvres étaient-elles des originaux volés? Combien avaient été acquises avec l'argent du crime? Les invités discutaient par petits groupes, coupes de champagne à la main. J'ai reconnu des visages familiers,
des politiciens, des entrepreneurs, quelques artistes célèbres, la crème de la société parisienne, venue rendre hommage à Marcel Moreau, le promoteur immobilier visionnaire, le mécène généreux, l'homme de goût. Si seulement il savait. J'ai pris une coupe sur le plateau d'un serveur qui passait, puis je me suis dirigé vers le fond de la pièce, évitant soigneusement d'être immédiatement repéré par Marcel ou Philippe. Je voulais choisir parfaitement mon moment. En attendant, j'observais. Marcel était au centre d'un groupe d'admirateurs, racontant probablement l'une de ses anecdotes bien rodées sur sa vision architecturale ou ses rencontres avec des personnalités influentes. À 62 ans, il demeurait séduisant d'une manière que seul le pouvoir peut conférer, pas particulièrement beau, mais magnétique, imposant, sûr de lui. Philippe se tenait légèrement en retrait, élégant dans son costume sur mesure, souriant poliment aux remarques qu'on lui adressait. Aux yeux des invités, il n'était que le beau-fils dévoué, le brillant professeur de littérature qui soutenait les projets culturels de son père. Quelle parfaite illusion ils avaient été créés. Mon regard a croisé celui d'une femme que je ne connaissais pas, grande, rousse, la quarantaine élégante. Elle m'observait avec curiosité, peut-être intriguée par cet inconnu en rouge qui se tenait à l'écart. Elle s'est approchée, me tendant la main. « Isabelle Moreau » s'est-elle présentée. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. La sœur de Philippe. Je l'avais vue en photo, mais jamais en personne. Elle vivait à Londres depuis des années, gérant la branche britannique des entreprises familiales. Mathilde Dubois, ai-je répondu, serrant sa main. La femme de Philippe. Son expression a changé instantanément, passant de la curiosité polie à la stupéfaction. Mathilde, mais Philippe nous a dit que vous étiez en Suisse, dans une clinique. J'en suis sortie, ai-je répondu simplement, pour une occasion spéciale. Elle m'a dévisagé, cherchant visiblement à comprendre la situation. Philippe est-il au courant de votre présence ici? Pas encore. C'est une surprise. Un sourire étrange a effleuré ses lèvres. Une surprise? Je vois. Elle a hésité, comme si elle voulait ajouter quelque chose, puis s'est ravisée. Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Mathilde. Philippe parle si peu de vous. Il y avait quelque chose dans son ton, une amertume sous-jacente qui a éveillé ma curiosité. Isabelle Moreau savait-elle quelque chose? Désapprouvait-elle la relation entre son frère et son père? Mais avant que je puisse explorer cette piste, un mouvement près de l'entrée a attiré mon attention. La commissaire Leclerc venait d'arriver, accompagnée de 2 hommes en costume sombre, des officiers en civil certainement. Elle m'a repéré immédiatement, son expression passant de la surprise à l'irritation. Je n'étais pas censée être là. J'ai simplement haussé les épaules, lui adressant un sourire d'excuse qui n'exprimait aucun regret véritable. L'heure approchait. Selon le plan que nous avions établi, les policiers attendraient que Marcel commence son discours officiel avant d'intervenir. Toutes les sorties étaient déjà discrètement surveillées par d'autres agents. Le piège était parfait. Un tintement de verre a résonné dans le salon. Marcel s'était placé devant la cheminée monumentale, réclamant l'attention de ses invités. Philippe se tenait à ses côtés, l'image même du fils fier et dévoué. « Mes chers amis », a commencé Marcel de sa voix grave et assurée, « je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour célébrer le lancement de notre projet, les Jardins d'Apollon. » C'est à ce moment précis que Philippe m'a aperçu. Nos regards se sont croisés à travers la foule et j'ai vu son visage se décomposer. La coupe qu'il tenait a vacillé dans sa main, le champagne débordant légèrement. Marcel, absorbé par son discours, n'a rien remarqué, continuant à vanter les mérites architecturaux et culturels de son nouveau complexe immobilier. Ce projet n'est pas seulement un investissement financier, poursuivait-il. C'est un héritage que nous laissons à Paris, une contribution à la beauté éternelle de notre ville. Philippe s'est penché vers lui, murmurant quelque chose à son oreille. Marcel a froncé les sourcils, irrité par cette interruption, puis a suivi le regard de son fils. Quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Marcel Moreau, l'homme imperturbable, a pâli. Le moment était venu. Je me suis avancé lentement à travers la foule qui s'écartait instinctivement, sentant peut-être la tension électrique qui emplissait soudain l'air. Ma robe rouge tranchait comme une blessure parmi les tenues peignées sombres et sobres des invités. « Bonsoir, Marcel. »
ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Bonsoir Philippe. Pardonnez mon intrusion dans votre charmante soirée. Je ne pouvais pas manquer le lancement de ce projet si spécial. Un silence pesant s'est abattu sur l'assemblée. Marcel a été le premier à se ressaisir, son masque social se recomposant avec une rapidité impressionnante. « Mathilde, quelle merveilleuse surprise !» a-t-il déclaré, son ton chaleureux contrastant avec la froideur de son regard. « Nous ne t'attendions pas. Philippe m'avait dit que ton traitement en Suisse devait durer plusieurs mois encore. Les médecins ont estimé que j'avais fait des progrès remarquables. » ai-je répondu avec un sourire glacial. Il faut dire que j'avais une motivation exceptionnelle pour guérir. Philippe s'est approché, tentant de prendre le contrôle de la situation. « Mathilde, tu aurais dû me prévenir. Je serais venu te chercher à la clinique. » « Pourquoi faire, Philippe? Pour m'enfermer dans un autre établissement? Ou peut-être pour finaliser le transfert de mes biens pendant que j'étais indisposée ?» Des murmures ont parcouru l'assistance. La soirée mondaine prenait une tournure inattendue, au grand désarroi des invités qui ne savaient non plus quelle contenance adopter. Marcel a frappé dans ses mains, tentant de dissiper le malaise. « Mes amis, je vous prie de nous excuser pour cette petite scène familiale. Peut-être pourrions-nous poursuivre les discussions dans la salle à manger. Le buffet est prêt et je suis certain que vous mourrez tous de faim. » Mais personne n'a bougé. L'attention était rivée sur notre triangle, sur cette confrontation dont la nature exacte échappait encore aux spectateurs, mais dont ils sentaient instinctivement l'importance. C'est à ce moment que j'ai sorti de mon sac un petit appareil que j'ai placé sur la table basse devant moi. Une simple pression sur un bouton et la voix de Philippe a résonné dans le salon silencieux. Elle ne se doute de rien, elle est tellement absorbée par son travail et ses propres problèmes. Nous pourrions probablement faire l'amour devant elle sans qu'elle le remarque. Le rire de Marcel a suivi, cruel et méprisant, puis sa voix. Cette pauvre Mathilde, tellement brillante pour l'architecture, tellement aveugle pour tout le reste, comme Sophie à la fin. Un hoquet de stupeur collectif a parcouru l'assemblée. Philippe a fait un pas vers moi, le visage déformé par la rage et la panique. « Arrête ça immédiatement !» a-t-il sifflé. « Pourquoi ?» ai-je demandé innocemment. « Ce n'est que le début, mon cher mari. J'ai des heures d'enregistrement tout aussi édifiants. » Marcel s'est ressaisi plus rapidement, son esprit calculateur évaluant déjà les dégâts et les possibilités de contrôle. « Mes chers amis, » a-t-il déclaré d'une voix forte, « je crains que ma belle-fille ne traverse une période difficile. Sa santé mentale est fragile, comme vous pouvez le constater. Je vous prie de nous excuser. » Il a fait un signe discret à son personnel de sécurité. 2 hommes se sont détachés du mur où ils se tenaient, s'approchant de moi avec l'intention évidente de m'escorter, ou plutôt de me traîner, hors de la pièce. C'est à cet instant que la commissaire Leclerc est intervenue, s'avançant dans le cercle qui s'était formé autour de nous. Commissaire Claire Leclerc, police judiciaire, s'est-elle présentée, exhibant sa carte officielle. Je crains que personne ne quitte cette pièce pour le moment. Marcel a pâli une seconde fois, comprenant enfin la gravité de la situation. Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant frénétiquement une issue. « C'est ridicule !» a-t-il protesté, sa voix trahissant pour la première fois une nervosité qu'il ne parvenait pas à maîtriser. « De quoi s'agit-il exactement, commissaire ?» Au lieu de répondre, Claire Leclerc m'a fait un signe de tête. C'était mon moment, celui que j'avais préparé pendant des mois. J'ai sorti de mon sac une télécommande plus sophistiquée que la première. Une pression sur un bouton, et les immenses miroirs qui ornaient le salon se sont transformés en écran. La technologie avait été installée par l'équipe de la police la veille, profitant de l'absence temporaire de Marcel pour une réunion d'affaires. Sur ces écrans improvisés ont commencé à défiler des images, des documents, des conversations enregistrées. Les preuves que j'avais patiemment accumulées pendant des mois s'étalaient maintenant devant tous les invités de Marcel. L'élite parisienne, ses admirateurs, ses partenaires d'affaires, ses amis influents. Des tableaux volés identifiés avec leur provenance et leur parcours jusqu'aux mains de Marcel. Des transactions financières douteuses, des virements vers des comptes offshore, des conversations enregistrées discutant froidement de témoins à faire taire, de fonctionnaires à corrompre. Et plus dévastateur encore, des documents médicaux concernant Sophie, accompagnés d'enregistrements où Marcel et Philippe discutaient de sa mort avec un détachement glaçant.
Le silence dans le salon était assourdissant. Marcel se tenait immobile, comme pétrifié, son empire s'effondrant littéralement sous ses yeux. Philippe a tenté une dernière manœuvre désespérée. « Mathilde, arrête cette folie !» a-t-il supplié, s'approchant de moi. « Nous pouvons en discuter et trouver un arrangement. »« Un arrangement ?» ai-je répété, incrédule. « Comme celui que vous avez trouvé pour Sophie quand elle a découvert votre relation ? Ou comme celui que vous prévoyez pour moi avec cette procuration frauduleuse ?» J'ai fait un pas vers lui, savourant la peur qui déformait maintenant ses traits parfaits. « J'ai tout vu, Philippe, tout entendu. Je sais tout sur votre relation avec Marcel, sur vos crimes, sur vos projets pour mes biens. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. » La commissaire Leclerc a fait un signe et ses officiers se sont déployés dans la pièce, se dirigeant vers Marcel et Philippe. « Marcel Moreau, Philippe Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, blanchiment d'argent, trafic d'œuvres d'art, a-t-elle énoncé formellement. Et pour complicité dans la mort de Sophie Moreau. » C'est à ce moment que Marcel a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est mis à rire, un rire dément, presque hystérique, qui a glacé le sang de tous les présents. « Complicité » a-t-il finalement articulé entre deux éclats de rire. Philippe n'était pas complice dans la mort de Sophie. Il en était l'instigateur. Un nouveau silence, encore plus lourd. Philippe a fixé Marcel avec une expression de trahison absolue. C'est Philippe qui a suggéré d'augmenter progressivement sa dose de digoxine, a poursuivi Marcel, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. Sophie avait découvert notre relation, oui, mais elle avait aussi découvert autre chose, quelque chose que même toi, Mathilde, avec ton enquête si minutieuse, tu n'as pas trouvé. Il s'est tourné vers Philippe, un sourire cruel aux lèvres. « Dis-leur, mon fils, ou devrais-je dire, mon amant qui n'est pas mon fils ?» Philippe a chancelé, comme frappé physiquement par ces mots. J'ai senti mon cœur s'accélérer, comprenant soudain où Marcel voulait en venir. « Je ne suis pas le père biologique de Philippe », a confirmé Marcel, s'adressant maintenant à l'assemblée entière. Sophie a eu une liaison avant notre mariage. Quand elle est tombée enceinte, j'ai accepté de reconnaître l'enfant comme le mien. Un arrangement qui nous convenait à tous deux. Elle obtenait la respectabilité. J'obtenais une épouse de bonne famille qui légitimait mon ascension sociale. Il a fait une pause dramatique, savourant l'attention captivée de son auditoire malgré les circonstances catastrophiques. Ce que Sophie a découvert, 3 ans avant sa mort, c'est que j'avais séduit son fils, notre fils aux yeux du monde. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'avais fait délibérément, dès son adolescence, pour me venger de sa trahison. Je voulais posséder ce qu'elle avait de plus précieux, le corrompre, le transformer à mon image. Philippe s'est effondré sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de pitié pour lui, manipulé depuis l'enfance par un monstre, transformé en monstre à son tour. Quand Sophie a menacé de tout révéler, de nous détruire socialement, Philippe a paniqué, a poursuivi Marcel implacable. C'est lui qui a suggéré d'altérer ses médicaments, lui qui a calculé les doses, lui qui les lui a administrés pendant que je détournais son attention. Le brillant professeur, si méticuleux dans ses recherches, la commissaire Leclerc, a fait un signe à ses officiers qui ont immédiatement menotté Marcel, l'interrompant dans sa confession venimeuse. « Marcel Moreau, vous avez le droit de garder le silence », a-t-elle récité formellement. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Pendant que la police arrêtait également Philippe, toujours effondré et silencieux, je me suis approchée d'Isabelle Moreau. Son visage était livide, ses yeux fixés sur son père et son frère qu'on emmenait hors de l'appartement. « Vous saviez ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je soupçonnais quelque chose. Pas tout ceci, jamais tout ceci. Elle m'a regardée, une reconnaissance douloureuse dans ses yeux. « Merci », a-t-elle murmuré, « pour la vérité et pour ma mère. » Les invités quittaient maintenant l'appartement, escortés par la police qui prenait leurs coordonnées pour les témoignages à venir. Demain, l'affaire ferait la une de tous les journaux. Le respectable Marcel Moreau, le brillant professeur Philippe Dubois, démasqués comme criminels, leur relation perverse exposée au grand jour. Je suis restée seule dans le salon déserté, contemplant les écrans qui montraient encore les preuves de leurs crimes. Un sentiment étrange m'envahissait, ni joie, ni soulagement, ni même satisfaction, juste un vide immense,
comme si une partie de moi avait été consumée par cette quête de vengeance. La commissaire Leclerc est revenue Pédi me trouver, son expression professionnelle adoucie par une compassion inattendue. « C'est fini, Mathilde », a-t-elle dit simplement. « Vous avez obtenu justice. » Justice. Le mot résonnait étrangement à mes oreilles. Était-ce vraiment la justice que j'avais cherchée ou simplement la destruction de ceux qui m'avaient détruite? Qu'allez-vous faire maintenant? A demandé Claire Leclerc. J'ai regardé autour de moi cet appartement luxueux, témoin de tant de mensonges et de crimes. Puis j'ai pensé à mon petit 2 pièces anonyme dans le 19e arrondissement, à mon cabinet d'architecture qui m'attendait, à mes plans et mes dessins, à mes lignes droites et mes angles précis. Reconstruire, ai-je répondu simplement. C'est ce que je sais faire de mieux. En quittant l'appartement de Marcel, j'ai croisé mon reflet dans un miroir qui n'avait pas été transformé en écran. La femme en rouge qui me fixait était à la fois familière et étrangère, plus forte que celle que j'avais été, mais aussi plus dure, marquée par l'expérience. J'ai descendu les marches de marbre de l'immeuble haussmannien, sortant dans la nuit parisienne. Une légère pluie était tombée pendant la soirée et les trottoirs luisaient sous les lampadaires. L'air frais m'a frappé comme une promesse, celle d'un nouveau départ, d'une liberté reconquise. 6 mois plus tard, mon cabinet d'architecture prospérait comme jamais. Le scandale avait attiré l'attention sur mon travail et les commandes affluaient. J'avais vendu notre appartement de Saint-Germain-des-Prés, incapable d'y retourner vivre après tout ce qui s'était passé. À la place, j'avais acheté un loft lumineux dans le Marais que j'avais entièrement redessiné selon mes goûts. Des espaces ouverts, des lignes épurées, beaucoup de lumière naturelle. Philippe et Marcel avaient été condamnés à de longues peines de prison. Leur procès avait révélé l'étendue de leurs crimes, bien au-delà de ce que même moi j'avais découvert. Le réseau de Marcel s'étendait à travers l'Europe entière, impliquant des dizaines de personnes influentes qui tombaient maintenant les unes après les autres. Parfois, quand je travaille tard dans mon bureau, je repense à cette nuit de révélation, à la chute spectaculaire de ces 2 hommes qui avaient cru pouvoir me détruire. Je ne ressens plus ni haine ni colère, juste une détermination tranquille à vivre pleinement cette seconde chance que je me suis offerte. Car si l'architecture m'a appris une chose, c'est que même après l'effondrement le plus catastrophique, on peut toujours reconstruire, plus solide, plus beau, plus vrai. Aujourd'hui, 1 an après cette nuit qui a changé ma vie, je me tiens devant la fenêtre de mon nouveau bureau, contemplant Paris qui s'éveille dans la lumière dorée du matin. Le temps a passé, mais les souvenirs restent gravés en moi comme les lignes d'un plan d'architecte sur le papier, indélébile, définissant la structure de mon existence. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas simplement celle d'une trahison conjugale, c'est le récit d'un empire criminel démantelé, d'une manipulation qui durait depuis des décennies, d'un meurtre impuni pendant des années et finalement d'une justice obtenue grâce à la détermination d'une femme qu'ils avaient sous-estimée. Quand j'ai découvert Philippe et Marcel dans la cave à vin de notre appartement, ce jour de novembre pluvieux, je ne pouvais imaginer l'ampleur de ce que je venais de mettre au jour. Ce n'était que la partie visible d'un iceberg de mensonges, de crimes et de manipulations. Marcel Moreau, ce patriarche respecté, ce promoteur immobilier admiré, cet homme de culture et de goût, dirigeait en réalité un réseau sophistiqué de trafic d'œuvres d'art et de blanchiment d'argent. Philippe, mon mari, ce professeur de littérature à la Sorbonne, cet intellectuel sensible et raffiné, était son complice volontaire, son partenaire dans tous les sens du terme. La vérité sur leur relation était peut-être le plus choquant de tout. Marcel avait délibérément séduit Philippe adolescent, le fils de sa propre femme, dans une vengeance perverse contre celle qu'il avait trompée avant leur mariage. Il l'avait façonné à son image, transformant un jeune homme sensible en un criminel calculateur. Et ensemble, ils avaient orchestré la mort de Sophie, qui menaçait de révéler leur secret. Mon plan de vengeance, élaboré pendant des mois dans l'ombre, n'était pas seulement motivé par la douleur personnelle d'une femme trompée. C'était la réponse à une injustice plus vaste, à des crimes qui avaient mis fait de nombreuses victimes anonymes. En exposant Marcel et Philippe lors de cette soirée mémorable, je n'ai pas seulement repris le contrôle de ma vie, j'ai rendu justice à Sophie,
aux personnes dépouillées par leur fraude, aux artistes dont les œuvres avaient été volées. La prison où ils se trouvent maintenant est bien différente des luxueux appartements parisiens et des résidences secondaires où ils évoluaient auparavant. Leurs empires respectifs, financiers pour Marcel, académiques pour Philippe, se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Leurs noms, autrefois synonymes de réussite et de respectabilité, sont désormais associés à l'un des plus grands scandales criminels que Paris ait connu ces dernières années. Quant à moi, ce parcours m'a transformée de façon que je n'aurais jamais imaginée. La femme naïve qui croyait connaître son mari a disparu, remplacée par quelqu'un de plus lucide, de plus fort, mais aussi de plus méfiant. J'ai appris à mes dépens que les apparences peuvent être parfaitement trompeuses, que les monstres se cachent parfois derrière les sourires les plus charmants, que la manipulation peut s'étendre sur des années sans être détectée. Mon cabinet d'architecture a pris un nouveau départ comme moi. J'ai choisi de me spécialiser dans la rénovation de bâtiments historiques, redonnant vie et intégrité à des structures abandonnées ou dénaturées. Une métaphore de ma propre renaissance, sans doute. Chaque projet est pour moi l'occasion de prouver que la destruction n'est jamais définitive, que la reconstruction est toujours possible, que la beauté peut émerger des ruines. J'ai également créé une fondation, utilisant une partie de l'argent récupéré des comptes frauduleux de Marcel et Philippe. Cette organisation aide les victimes de manipulations psychologiques et d'abus de pouvoir à reconstruire leur vie, à retrouver leur voie, à obtenir justice. C'est ma façon de transformer cette expérience traumatisante en quelque chose de positif pour d'autres. Isabelle, la sœur de Philippe, est devenue une amie précieuse, contre toute attente. Ensemble, nous avons entrepris de réparer autant que possible les dommages causés par son père et son frère. Elle dirige maintenant les entreprises légitimes de Marcel, après avoir collaboré avec les autorités pour démanteler toutes les opérations criminelles. Le chemin vers la guérison n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où je me réveillais en sursaut, revivant la scène de la cave à vin, ou imaginant ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas découvert la vérité à temps. Il y a eu des moments de doute où je me demandais si j'aurais pu faire les choses différemment, si la vengeance était vraiment la réponse. Il y a eu des périodes de solitude écrasante où le poids des secrets que j'avais découverts semblait trop lourd à porter. Mais chaque jour qui passe apporte son lot de petites victoires. Chaque projet architectural réussi, chaque personne aidée par ma fondation, chaque moment de paix retrouvé est une preuve que j'ai eu raison de me battre, de refuser le rôle de victime, de transformer ma douleur en action. Si vous vivez une trahison, si vous vous sentez manipulé, si votre monde s'effondre comme le mien s'est effondré ce jour de novembre dans l'escalier de ma cave à vin, sachez que vous n'êtes pas seul. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au plus beau des mensonges. Et la force nécessaire pour se reconstruire, vous la possédez déjà, même si vous ne le savez pas encore. Mon histoire est terminée, mais la vôtre continue. Et j'espère qu'elle vous inspirera à chercher la vérité, à exiger la justice, à reconstruire ce qui a été détruit. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté mon histoire sur Histoires à entendre. Votre présence, votre attention, votre empathie sont ce qui donne un sens à ces récits que nous partageons. Chaque témoignage, comme le mien, demande du courage, mais aussi des ressources pour être produit et diffusé avec la qualité que vous méritez. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous ou simplement si vous souhaitez encourager notre travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne Histoires à entendre. Chaque nouvel abonné est une motivation supplémentaire pour continuer à donner une voix à celles et ceux qui, comme moi, ont des histoires importantes à partager. N'hésitez pas également à laisser un commentaire. Racontez-moi comment cette histoire vous a fait réagir, si vous avez déjà vécu une situation de trahison, comment vous l'avez surmontée. Vos témoignages sont précieux. Ils créent une communauté de soutien et de compréhension mutuelle qui dépasse le simple cadre de ces vidéos. Un simple « j'aime » peut sembler insignifiant, mais pour nous, c'est un signal fort que ces récits trouvent à leur public, qu'ils méritent d'être entendus. C'est aussi un moyen de faire connaître la chaîne à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces histoires. Si vous souhaitez soutenir plus directement notre travail, vous pouvez contribuer par un « merci » qui nous aide à couvrir les frais de production.
La réalisation de ces vidéos quotidiennes représente un investissement important en temps, en équipement, en recherche. Votre générosité nous permet de maintenir cette cadence et cette qualité pour continuer à vous offrir des récits authentiques et puissants comme celui que vous venez d'entendre. Explorez également les autres vidéos de notre chaîne. Chaque histoire est unique. Chaque témoignage apporte un éclairage différent sur l'expérience humaine dans toute sa complexité. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos propres questionnements ou simplement le réconfort de savoir que d'autres ont traversé des épreuves similaires et en sont sortis grandis. Votre soutien, sous toutes ses formes, est ce qui permet à Histoires à entendre d'exister et de se développer. Ensemble, nous pouvons créer un espace où les histoires difficiles trouvent leur place, où les vérités cachées peuvent enfin être révélées. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres récits qui, comme le mien, témoignent de la résilience humaine face aux plus grandes trahisons. À très bientôt sur Histoires à entendre.